Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle capsule vidéo. Enfin, on termine le chapitre, alors c'est pas le chapitre 3 d'ailleurs, il y a une erreur. Enfin, on termine le chapitre 10, c'est le paragraphe, avec le paragraphe grand 3, petit 3, en évoquant les lois de Kepler. Donc les lois de Kepler, elles sont au nombre de 3. La première loi de Kepler, hein, datant de 1609, hein, due au physicien Kepler, on l'appelle la loi des orbites. Donc, elle porte bien son nom finalement, cette première loi, parce qu'elle va permettre uniquement de qualifier la forme de la trajectoire des planètes autour du Soleil. L'idée est la suivante. Dans le référentiel héliocentrique, donc par rapport au Soleil, la première loi de Kepler, appelée loi des orbites, indique la chose suivante. Dans le référentiel héliocentrique, la trajectoire des planètes est une ellipse. Alors, on va un petit peu parler de l'ellipse, hein. C'est une courbe mathématique, hein. C'est un cercle un petit peu aplati, dont l'un des foyers, alors on va définir c'est quoi un foyer pour une ellipse, dont l'un des foyers est occupé par le centre du Soleil. Qu'est-ce qu'une ellipse? Donc, en fait, une ellipse, c'est un espèce de cercle un petit peu aplati, d'accord? Donc, il y a le centre de l'ellipse. Ici, je le dessine, le point O, c'est le centre de l'ellipse. Mais en fait, les points les plus importants dans une ellipse, c'est pas le centre de l'ellipse, ce sont plutôt deux autres points, un petit peu excentrés. On appelle ça les foyers. Donc, il y a, et pour toute ellipse, il y a deux foyers. Donc là, ils sont représentés par le point F et F'. Et donc, justement, la première loi de Kepler indique que le Soleil occupe obligatoirement l'un des deux foyers de l'ellipse. Et là, on a une planète, hein. Ça peut être la Terre, Mars, une planète qui a une trajectoire elliptique. Alors, pour caractériser une ellipse, en mathématiques, il est intéressant de faire apparaître deux grandeurs. Tout d'abord, la grandeur A ici, donc qu'on appelle le demi-grand axe, et il y a la distance ici petit b, qu'on appelle le demi-petit axe. Alors je remonte ici. Donc A, le demi-grand axe, et B, le demi-petit axe. Petite remarque, lorsqu'on a un cercle, non pas une ellipse, hein, mais lorsqu'on a un cercle, on a la valeur du demi-grand axe qui est égale au demi-petit axe et qui correspond au rayon de la trajectoire, hein. On va en parler plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, admettons ici, on a le Soleil et on a une planète, par exemple la Terre. On constate que certaines fois, enfin, la distance entre la planète et le Soleil n'est pas constante. Donc, suivant l'endroit où on se trouve, soit on est éloigné du Soleil, soit on est proche. Alors, il y a deux points très très particuliers sur la trajectoire elliptique. Le point de la trajectoire elliptique où on est le plus proche de l'astre attracteur, de l'astre central, ce point-là, on appelle ça le péricentre. Donc, le péricentre. Et dans le cas particulier où l'astre attracteur, c'est le Soleil, alors ce péricentre, il porte le nom de périhélie. Hélie, hein, la racine grecque pour soleil. Et bien évidemment, le Soleil est ici. Il y a un point dans la trajectoire où la planète est le plus éloignée du Soleil, c'est ce point-là. De manière générale, on appelle ça l'apocentre, hein, si l'astre attracteur n'est pas le Soleil. Et par contre, dans le cas particulier où l'astre attracteur c'est le Soleil, on parle d'aphélie. Donc, euh, Voilà. Il y a le parallèle, hein, la Lune gravite autour du Soleil. Lorsque la Lune est la plus proche, enfin, la Lune gravite autour de la Terre, excusez-moi, donc la Lune gravite autour de la Terre.
avec une trajectoire elliptique qu'on assimile à un cercle, hein, mais rigoureusement c'est une trajectoire elliptique. Lorsque la Lune est la plus proche de la Terre, on parle du périgée ou sinon l'apogée. Alors, on va poursuivre. On poursuit avec la deuxième loi, la deuxième loi de Kepler. On appelle ça la loi des airs. Airs au sens mathématique, c'est-à-dire les surfaces. Alors, qu'est-ce que dit la loi des airs? Donc, admettons, on considère une durée, on fixe une durée. Donc, on prend l'exemple de la Terre qui gravite autour du Soleil. On fixe une durée, par exemple, je ne sais pas, donc, la Terre gravite autour du Soleil en environ 365 jours. On va fixer une durée de 10 jours, par exemple. Voilà, là pareil, 10 jours. Donc on fixe des durées égales. Donc la loi des airs dit la chose suivante. Durant des durées égales, le rayon vecteur, donc SP ici, donc le rayon vecteur, donc il faut imaginer SP, donc ici il était là, SP. Donc, SP, il faut imaginer que SP balaye, ça vient de là le terme balayer, lorsque la Terre, par exemple, est ici et qu'elle arrive là au bout de 10 jours, il faut imaginer que la Terre balaye une certaine surface. D'accord? Donc cette surface-là, on va l'appeler par exemple A1. D'accord? Donc l'idée, la Terre qui parcourt son orbite durant 10 jours, eh bien, le rayon vecteur SP balaye une certaine aire, une certaine surface. D'accord? Donc, la Terre poursuit son trajet, etc. Et à un autre moment, par exemple, on décide de voir quelle est l'aire balayée par le rayon vecteur SP durant la même durée, durant 10 jours. Donc voilà, on regarde quelle est l'aire qui est balayée. Eh bien, la deuxième loi de Kepler, qui est vérifiée bien sûr, indique la chose suivante. Le segment SP, donc appelé rayon vecteur, qui relie le centre du Soleil au centre de la planète, par exemple la Terre, pendant des durées égales, ben, le résultat fondamental, c'est que ça balaye des aires égales. Donc là, par exemple, dans notre exemple, on a ici, si on appelle l'aire balayée plus tard, durant la même durée, hein, durant 10 jours, on peut écrire A1, l'aire A1 égale à l'aire A2. Alors, cette deuxième loi des airs, elle a une conséquence immédiate. Donc, cette loi indique que plus la planète s'approche du Soleil, plus sa vitesse. Donc, regardons, qu'est-ce qui se passe finalement? Alors, on va essayer de trouver le terme ici. C'est très logique. Donc, finalement, lorsque la planète est proche du Soleil, pour avoir une aire égale, pour avoir A1 égale A2, forcément la distance, alors par exemple ici je vais l'appeler P1, ici P2, là ici je vais appeler P3, ici P4. Forcément, si on voulait avoir l'aire A1 qui soit égale à l'aire A2, forcément la distance entre P1 et P2 est plus grande que la distance entre P3 et P4. C'est forcé. Donc on peut écrire comme A1 égale A2, obligatoirement la distance P1, P2, donc une distance, elle est forcément plus grande que P3, P4. Étant donné que les rayons vecteurs ici sont courts et ici les rayons vecteurs sont grands. Et comme les durées, désormais on veut exprimer, alors je remonte un petit peu. Et maintenant la question qu'on se pose, c'est on veut exprimer la vitesse de la planète entre P1 et P2, et après la vitesse de la planète entre P3 et P4. La vitesse, c'est une distance
sur une durée. D'accord? Donc, dans la première situation, qu'est-ce qu'on remarque? Alors, je vais noter la vitesse 1 entre 1 et 2. Donc, la distance parcourue entre 1 et 2, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut P1, P2, divisé par delta T, les 10 jours, l'exemple qui avait été pris. Maintenant, on veut exprimer la vitesse moyenne entre P3 et P4. Pareil, c'est une distance divisée par un temps. Donc, c'est la distance entre P3 et P4 divisé par delta T. Mais comme le delta T ici est le même, c'est indiqué dans la deuxième loi des aires, il faut que les durées soient égales pour avoir des aires égales. Comme les durées ici sont les mêmes, et comme on a P1, P2 qui est plus grand que P3, P4, ça signifie que la vitesse par là est plus grande que la vitesse ici. Donc le résultat est général. Cette loi implique que plus la planète s'approche du Soleil, plus sa vitesse augmente. De même, plus elle s'en éloigne, plus sa vitesse diminue. Donc je remets en place tout cela. Donc voilà, je vais terminer cette capsule vidéo sur la deuxième loi de Kepler. Donc voilà, appelée la loi des airs. Donc au niveau des exercices, justement, lorsqu'on vous demande d'évoquer cette loi des airs, souvent c'est justement pour aboutir à l'idée suivante, c'est que la vitesse de la planète est plus importante proche du périhélie, dans le cas où l'astre a traversé le Soleil, et la vitesse diminue lorsqu'on arrive plutôt vers l'aphélie. Voilà. Donc je vous retrouve pour une prochaine capsule vidéo pour évoquer, je vous montre la suite qui va être complétée, pour évoquer la troisième loi de Kepler qu'on va appeler la loi des périodes. Je vous remercie de m'avoir suivi. À plus tard.